bonjour tout le monde. Donc moi je vais faire une introduction rapide, parce que c'est Jonathan qui m'a demandé que ce soit rapide, à la programmation fonctionnelle. Alors j'espère que ce sera vraiment rapide. En JavaScript, je le précise, du coup ce que je vais dire là s'applique en JavaScript. Ça s'applique de façon plus générale à n'importe quel langage, mais on verra des spécificités que pour JavaScript. Je ne rentrerai pas dans les détails de choses qui s'appliquent en dehors de JavaScript. Et rapide, du coup, on va voir que quelques points, et pas tous les points, parce que sinon j'en aurai pour des heures. Qui je suis? Qui suis-je? Donc je m'appelle Arnaud Brunet, j'ai un GitHub, si vous voulez aller voir. D'ailleurs les exemples, l'exemple sera sur le GitHub. Si vous voulez me contacter, le mieux c'est de passer par Meetup, donc je vous ai mis le lien là. Alors j'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans le développement. J'ai été développeur, tech lead, architecte, et aujourd'hui je suis développeur et je fais du DevOps, un peu. Donc il y a le lien de la présentation, et si vous avez réussi à récupérer ce slide-là, c'est que vous avez la présentation. C'est une présentation, j'ai marqué personnelle, donc il y a deux aspects là-dessus. Un, ça engage que moi, d'accord, et personne d'autre. Et deuxième chose, c'est que je ne suis pas un spécialiste de la programmation fonctionnelle. Donc, du coup, je vais peut-être dire des conneries. Et c'est une question que vous devez vous poser à chaque fois, c'est est-ce que le présentateur est bien légitime pour parler de ce qu'il va parler? Du coup, je viens de vous le dire, j'ai très peu d'expérience en programmation fonctionnelle, donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais on va quand même essayer. Quoi qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est que la programmation fonctionnelle? Donc, en anglais, avec mon super accent, c'est le functional programming, c'est la programmation fonctionnelle, et des fois, c'est abrégé en FP. Donc c'est un paradigme de programmation, comme son nom l'indique, basé sur des fonctions mathématiques. Alors je reviendrai sur le mot paradigme, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Alors c'est pas nouveau, c'est basé en fait sur une théorie mathématique qui s'appelle le lambda calcul, qui a été inventée en 1930, donc c'est vraiment pas nouveau. Et le premier langage purement fonctionnel a été créé en 1958. Alors il y a d'autres langages fonctionnels qui existent que le Lisp. Du coup, je vous en ai mis quelques-uns avec les dates de création, et on voit que c'est pas nouveau. Si vous voulez faire de la programmation fonctionnelle de la bonne façon en JavaScript, je vous conseille PureScript, du coup, qui est un langage basé sur JavaScript, pour faire de la programmation fonctionnelle. Et il y a des langages qui ne sont pas fonctionnels, mais qui évoluent, qui intègrent des fonctionnalités de plus en plus du fonctionnel, comme le JavaScript, le Kotlin, et même le JavaScript. J'ai dit deux fois JavaScript, le Java, le Kotlin et le JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'un paradigme de programmation? C'est une façon de raisonner et un ensemble de techniques et de règles à respecter. Et du coup, c'est très difficile de changer de paradigme, en fait, puisque on change de façon de raisonner. Et donc, c'est vraiment difficile de s'y mettre, en fait. D'accord? Donc, c'est pas forcément une question de langage, c'est vraiment une fonction de paradigme. Il n'y a pas de paradigme ultime, en fait. Donc, souvent, les langages supportent plusieurs paradigmes, en fait. Genre, en C, on peut faire du procédural, on peut faire du fonctionnel, ou JavaScript, on peut faire l'objet, du procédural, etc. Donc, en tout cas, il n'y en a pas d'ultime. Quelques paradigmes que vous avez sûrement entendus, donc l'impératif, en principe, quand on fait du C, on fait l'impératif, du PHP aussi, et orienté objet, donc en C++, en Java. Et déclaratif, parce que du coup, des langages comme le HTML, ça existe, c'est un déclaratif. Donc on a dit que c'était un paradigme basé sur des fonctions mathématiques. Alors là, j'ai un peu raccourci, parce que j'avais tout plein de théories mathématiques derrière, mais on va rester simple. Une fonction mathématique, en fait, possède toujours les propriétés suivantes. Donc elle possède toujours des valeurs d'entrée. Okay, donc une fonction mathématique qui n'a pas de valeur d'entrée, ce n'est pas une fonction mathématique. Elle possède toujours un résultat de sortie. Elle possède toujours le même résultat. Quand on l'appelle avec les mêmes paramètres d'entrée, on a toujours le même résultat. Ça, c'est très important. Elle est indépendante du contexte, donc ce qui veut dire que les variables globales et tout ça, ça n'existe pas dans une fonction mathématique. Et elle ne change pas le contexte, en fait. Donc elle n'influence pas d'autres choses qu'elle-même. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est finalement les 5 règles qu'on doit respecter si on fait de la programmation fonctionnelle. Du coup, on peut se poser la question, peut-on programmer en programmation fonctionnelle? Eh bien,
on a dit, donc c'est la syntaxe JavaScript ES6, j'espère que tout le monde est familiarisé avec tous mes exemples, sont comme ça. Donc la première fonction qui s'appelle log, en fait, bah, retourne pas de résultat. Okay. Donc du coup, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de l'écrire. La fonction time, elle ne prend pas de paramètres en entrée. Par contre, elle retourne la date du jour. Donc on n'a pas le droit de l'écrire. Le fetch JSON, bah, du coup, on appelle un truc à l'extérieur. Donc on n'est pas garanti que ça nous retourne toujours le même résultat. Donc on n'a pas le droit de l'écrire. Un bout de code qui fait une mutation sur le nom de la personne, bah, en fait, on influence le contexte extérieur, finalement, donc on n'a pas le droit de l'écrire. Et pareil pour le add class, en fait, on rajoute une classe sur des choses à l'extérieur, on n'a pas le droit de l'écrire. Tout ça, ça s'appelle des effets de bord. Et du coup, si on n'a pas le droit d'en faire, bah, on ne fait pas grand-chose finalement. Donc, la programmation fonctionnelle, c'est de la merde, on jette tout. Alors non, effectivement non. Alors il y a des choses... Donc en fait, en programmation fonctionnelle, on va distinguer deux choses. Donc il y a une notion, ce qu'on a appelé de pureté. Donc il y a des fonctions qui vont être pures et des fonctions qui vont être impures. Donc les fonctions pures, c'est celles qui respectent les 5 règles du début. Et les fonctions impures, c'est toutes les autres. Du coup, ça va nous permettre de gérer les effets de bord. Donc les effets de bord, on va les mettre dans des fonctions impures. Et surtout, ces fonctions impures-là, on va les isoler du reste. Okay, parce que quand on mélange quelque chose de pur avec quelque chose d'impur, on obtient de l'impur. Donc on évitera de mélanger les choses. Et donc du coup, on va faire notre cœur de l'application ou le cœur de notre algo, suivant à quel niveau on se place, en fonction pure. Donc les fonctions pures, c'est celles qui respectent les 5 règles. Donc, toujours des paramètres d'entrée, toujours un résultat de sortie. J'ai déjà oublié, on ne modifie pas le contexte, etc. Alors quelques propriétés intéressantes que j'ai sélectionnées. En JavaScript, une fonction peut être affectée à une variable. Donc éviter les variables, puisqu'on a dit qu'il ne fallait pas modifier les choses. Donc du coup, on les affecte à des constantes. Une fonction peut être utilisée en tant que paramètre d'une autre fonction. Donc les fonctions sont aussi des paramètres de notre fonction. Donc typiquement, ici j'ai un mapper, donc c'est une fonction qui prend une valeur A en entrée et qui ajoute plus 2 en sortie. Et donc du coup, quand je l'applique sur mon tableau 1, 2, 3, ça me donne 3, 4, 5. Sauf erreur de mapper. Donc là, on a bien une fonction qui prend le mapper, enfin la fonction map, du coup la méthode map, en fait, prend en paramètre la fonction mapper. Une fonction peut retourner une autre fonction. Okay. Donc par exemple, ici, j'ai une fonction que j'ai appelée plafonner, en fait, qui applique un plafond. Okay. Donc qui applique une limite en fait, à une valeur. Et donc, par exemple, si on prend le code des impôts Nouvelle-Calédonie, on peut déduire une prime d'assurance vie qui est plafonnée à 275 000 francs. Et donc, du coup, on peut déclarer la fonction plafonner assurance vie à 275 000 francs. Et on peut l'appliquer après, sur la valeur de ma rubrique correspondante. C'est clair ça ou pas? Donc, petit détail, en fait, à quoi ça sert de faire ça? Donc, quand on passe une fonction en tant que paramètre d'une autre fonction, en fait, ça nous permet de faire du découpage de fonctions. On peut découper des fonctions compliquées en fonctions plus simples. Okay. Et du coup, on se retrouve avec une fonction pas plus compliquée, mais plus complexe. Du coup, en fait, qui est constituée d'éléments simples. Et c'est l'assemblage des éléments simples qui fait de la complexité. Donc là, je vous ai mis un exemple de fonction compliquée et que j'ai découpé du coup en deux fonctions simples et une fonction complexe qui rassemble les deux fonctions simples. Donc ça permet de faire ce qu'on appelle de la composition. Donc pour ceux qui ont fait un peu de maths, c'est le fameux f rongé ou des trucs comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé tous les slides concernant les maths. Ça permet aussi de découpler les algos des données. En fait, ça c'est super important. Parce que du coup, on peut avoir un algo et on lui passe des fonctions qui vont nous donner les données. Okay. Typiquement, c'est le sort. Donc du coup, là, j'ai mon sorteur qui me trie mes personnes en fonction du nom. Okay. Et du coup, après, je peux faire une fonction sorterait, en fait, donc, qui trie le tableau.
Alors j'ai fait comme ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le copy.sort, ça modifie le tableau. Okay, donc du coup, on ne respecte pas les règles des programmations fonctionnelles. Donc c'est pas parce qu'en JavaScript on écrit fonction qu'on est en programmation fonctionnelle. Attention. Okay, donc ce qui est important, c'est de faire une copie d'abord, de le trier et de retourner la copie. Du coup, mon tableau d'origine, lui, il n'est pas modifié. Du coup, on peut faire des constructeurs de fonctions, des fabriques de fonctions, en fait, génériques. Et encore une fois, on peut encore découpler les données de la construction, en fait, des données de son utilisation. Donc ça, c'est assez intéressant, quand on a les données de construction à un instant T et les données d'utilisation plus tard. Typiquement, si vous avez fait du Angular, les validateurs qu'on passe au formulaire, en fait, il y en a certains, on les construit via des fonctions qui retournent des fonctions. Genre le validateur qui vérifie que la taille maximum du champ ne dépasse pas une valeur, en fait. D'accord ? Lui, c'est une fonction, on lui passe notre taille maximum, ok ? Et ça retourne une fonction. Et cette fonction-là qui est retournée, elle sera évaluée au moment où l'utilisateur saisit la donnée. Donc on a bien un découpage de deux données différentes à deux instants T. Du coup, on peut faire des choses comme ça. Donc la première ligne, const discount, en fait, elle prend deux arguments. Donc là, il y a le prix et la réduction. Et en fait, du coup, quand j'écris une fonction comme ça, en fait, à chaque fois, je suis obligé de répéter la réduction. D'accord ? Donc là, quand je l'applique à 2000, je suis obligé de répéter que c'est 0,1. Après, quand je l'applique à 5000, je répète que c'est 10%, et quand je l'applique à 3000, je répète que c'est 10%. En fait, du coup, je peux faire une fonction, discount, qui prend le montant de la réduction, pourcentage de réduction, et qui me retourne une fonction qui, elle, prend le prix. Ok ? Et donc, je peux dissocier en deux étapes. Vous voyez la souris ? Ouais. Du coup, je peux faire une fonction, en fait, de déclarer une variable où j'applique ma réduction de 10%, okay, et après, je l'applique sur 2000, 5000 et 3000. Okay. Ces trois lignes de code là sont équivalentes aux deux lignes de code au-dessus. Okay. Alors, du coup, passer d'une fonction de deux paramètres à une fonction qui prend un seul paramètre, okay, et qui retourne une fonction qui prend un autre paramètre, ça s'appelle le querying. En fait, du coup, c'est une technique qui permet de passer d'une fonction à n paramètres et qui retourne une fonction à n-1 paramètres. Okay. Et en faisant ça récursivement, on peut passer d'une fonction à n paramètres à n fonction d'un paramètre. Donc c'est un mot-clé qu'on entend souvent. Donc c'est ça, ça veut dire ça. Ça nous permet aussi de faire des fonctions de décoration. Ok. Donc là, la fonction trace, en fait, elle prend en paramètre une fonction, ok, et elle retourne une fonction qui prend les arguments de la fonction que j'ai passée en paramètre. Et du coup, je peux calculer le temps qu'a pris la fonction que je passe en paramètre. Okay. Donc, le très bon exemple, l'addition. Si je veux chronométrer combien de temps prend une addition, ça prend 0 millisecondes, hein, je vous rassure. Du coup, je peux faire une fonction trace add, okay, qui appelle ma méthode trace avec la fonction add en paramètre. Okay. Et du coup, quand je l'applique avec 3 et 5, en fait, je prends la date du jour, j'appelle ma fonction que j'ai passée en paramètre, donc la fonction add avec les arguments 3 et 5, okay, et après je peux faire ma différence de temps et l'afficher. Ok. Ça, c'est un pattern qu'on voit assez souvent, donc des fonctions de décoration. Une petite note, cette fonction-là, elle est impure. Okay. Alors, en fait, elle fait un effet de bord, elle fait un console log. Même si elle respecte les règles, elle est impure. Bon, bref. Comment garder le code pur? Alors ça, c'est une grande question. C'est là où est toute la difficulté. Donc, ce qu'on veut, en fait, quand on fait du fonctionnel programming, c'est de garder le plus possible de code pur et de faire le moins possible de code impur. Okay. Donc, la première chose à faire, en fait, on va séparer les structures des fonctions. Okay. On va séparer les structures qui contiennent finalement nos données de leur comportement, on va mettre dans des fonctions. Voilà. Donc on sépare les deux, donc on ne fait plus des objets en fait. Okay. Au sens programmation PO. Okay. En fait, une méthode, c'est juste une fonction où on passe 10 en paramètres. Okay. C'est pareil. Donc on peut passer de l'un à l'autre facilement. Donc on sépare les deux. On fait des structures immuables. Okay. Donc on ne peut pas modifier. Très important.
On s'interdit les mots-clés comme let. Donc on ne fait plus d'assignation de variables, on fait que des assignations de constantes. Si on est extrémiste, hein, toujours pareil. On s'interdit de faire un scoop. Okay, c'est quand on lève une exception, en fait, c'est un autre moyen de retourner une valeur détournée. Du coup, notre fonction elle retourne deux résultats. Elle retourne potentiellement le vrai résultat ou elle retourne potentiellement une erreur. Du coup, on a bien deux valeurs de retour possibles sur notre fonction. Donc, on le s'interdit. Et on s'interdit aussi tout ce qui est nul. Okay. Donc, quand je veux retourner une valeur qui est peut-être là, ben, je retourne plutôt une structure peut-être. Je fais des optionals en Java, je fais des classes maybe et compagnie. Okay. Je retourne jamais. On va limiter le nombre de fonctions impures. Okay. Et pour limiter le nombre de fonctions impures, un des moyens d'y arriver, c'est de sortir des algos dans des fonctions réutilisables. Okay. Donc, ce qui veut dire que je ne répète pas mes algos, en fait. D'accord. Souvent, on répète nos algos. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des boucles for où il y a juste un truc qui change, en fait. Voilà. Donc là, on évite de répéter des algos. Et on passe des fonctions en paramètres. Okay. Donc tout ça, ça fait peur. Okay. Il faut y aller doucement. C'est bien en pratiquant, c'est comme tout. En fait. Donc on peut déjà se poser des questions quand on écrit un bout de code. Comment je pourrais le rendre plus pur, en fait. Et bien, on y commence petit à petit. Genre on commence à sortir le console log, on commence à sortir des traitements. On commence à raisonner en essayant de simplifier, en fait. En disant, mais attends, cette partie-là, je peux la sortir dans une autre fonction, etc., etc. On y va doucement. J'ai un exemple qui parleront un peu à mes collègues. En fait. Donc j'ai une table, en fait, ici, un tableau, et à droite, j'ai le même tableau, sauf que j'ai un trait vertical là où j'ai l'école span sur la première ligne. Vous voyez l'exemple? Ok. Ouais. Donc comment je fais pour faire ça? Donc, c'est un peu long? Non. Ah non, c'est pas. La première méthode, oh pardon, excusez-moi. La première méthode, c'est de le faire typiquement en CSS. Donc j'applique une bordure sur tous les TH de ma première ligne, et sur ma deuxième ligne, sur le quatrième, le sixième et le huitième, et sur les autres lignes, le 4, 6 et 8e. Okay. Bah ça, c'est simple, on est bien d'accord, mais c'est pas terrible, quoi. Si je modifie le tableau, bah, il faut que je retouche mon CSS. Si j'ai un tableau dynamique, je suis emmerdé sur les indices des colonnes. Si je veux utiliser sur un autre tableau, bah, je peux pas. Ok. Donc, du coup, on se dit, on va faire un petit algo. Alors, est-ce que ça se voit? Moi, comme ça, en diagonale, je vois rien. Ok. Vous voulez que je zoome? C'est la lumière. Voilà. Donc là, j'ai mon exemple, okay, avec tout mon tableau. C'est le même que tout à l'heure. Donc, j'ai mon code CSS. Je vous montre juste que ça marche. Si j'arrive à cliquer. Toujours l'effet des mots. Mon PC ne marche plus. Une bonne preuve que Linux c'est de la merde. Comment je fais pour voir un fichier en Chrome? Pour voir un fichier? Hein? Il n'arrive pas. Ok. Oh, il est trop fort. Merci l'historique. Ouais. Du coup, en CSS, ça marche. Pour vous montrer avant-après, donc si j'applique pas mon CSS, donc là j'ai pas les séparateurs. Il n'est pas très bienveillant. C'est-il ? Tu pourras te venger après. Ouais. Donc là j'ai l'algo en procédural. Okay. Donc quand mon document est chargé, je récupère la table, je récupère la première ligne. Ici, je fais ma boucle for. Alors attention, j'ai un -1 parce que la dernière colonne,
finalement ça m'intéresse pas trop, ok, parce que j'ai pas de colonne à droite. Voilà, je cumule, dans le groupe, je cumule mes attributs callSpan, ok, et puis j'ajoute sur ma première ligne ma classe. Puis après, une fois que j'ai cumulé tous mes indices où je peux rajouter où je dois rajouter ma classe, bah, du coup je les parcours tous, je traite la deuxième ligne de header. Alors attention, parce que du coup il faut que je commence à 1. Ok. Donc là, la deuxième ligne, bah, c'est simple, toutes les colonnes du groupe, elles ont la classe. Et après, je traite toutes mes lignes de body. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de ce méga algo de la mort qui tue? C'est simple? Alors, C'est sale. c'est sale. Alors, on pourrait sûrement mieux faire. Hein, mais, En romain est beaucoup plus simple que ça. de pas? En romain est beaucoup plus simple. Mais c'est des algos classiques, en fait. C'est pas rare qu'on voit du code comme ça. Oui, non? Oui. Oui. Donc, on peut le faire en fonctionnel. Alors déjà, le fichier est beaucoup plus long. Je commence par la fin. Ok. Mon algo, il est là. Ok. Tout ce que j'avais tout à l'heure, je le remplace par ces deux lignes-là. Okay. Je récupère ma table. J'appelle une fonction qui me donne l'ensemble des cellules sur lesquelles je dois appliquer la classe. Ok. Et j'applique la classe. Ok. Donc, toutes mes fonctions qui ont des effets de bord, elles sont là. Okay. Tout le reste, c'est pur. Donc on remonte un peu, parce que du coup on se dit, bon, il y a de la magie là-dedans. Okay. Ici, je récupère toutes mes lignes de table. Okay. Là, je récupère ma première ligne, je cumule mes callSpan et je supprime le dernier, parce que le dernier, on a dit qu'il ne fallait pas tout à l'heure. Okay. Ici, je fais des petites fonctions utilitaires. Donc pour une ligne, ça me donne l'ensemble des cellules où il faut ajouter la classe. Ok. Après, pour plusieurs lignes, parce que j'ai plusieurs lignes, et au final, bah, je concatène la première ligne de header, ok, et les autres lignes. Ok, où j'ai sectionné. Excuse-moi, Arnaud, ça veut dire que toutes tes variables sont globales, enfin tes fonctions qui sont sauvées en ta variable. Celle-là, ouais. Par exemple, ouais. Celle-là, elle est globale. Ouais, okay. Toutes celles qui sont dedans, quoi. Ouais, après je peux les... Ok, d'accord. Idéalement, j'aurais dû encapsuler ça dans une fonction... Je vais souligner voilà. ce que tu as commencé. J'aurais dû écrire un truc comme ça. Ça c'est pour le côté légitime, en fait. Ah. Et puis mettre tout mon code là-dedans. Ok, ça aurait été beaucoup plus propre. Ouais, on peut... Après, moi j'ai pas fini d'écouter. Alors, ce qui est sympa, tu vois, par exemple, pour cumuler un tableau, en fait, j'ai un tableau 1, 2, 3, et puis finalement, je veux appliquer un opérateur entre tous les éléments. Ok, bah là, je fais une fonction cumulate qui me prend mon tableau en entrée, mon accumulateur, ok, et qui va me retourner finalement la fonction appliquée sur chacun des éléments. Et du coup, moi, je veux faire une addition dans mon code, donc je fais un cumulate add, en fait, qui prend le tableau, qui prend l'addition et qui prend le premier élément, donc c'est 0. Voilà. Et pareil, du coup, j'ai plein de fonctions comme ça. Typiquement, pour extraire l'attribut callSpan de mon TD, en fait, bah, je peux écrire une fonction qui extrait n'importe quelle valeur de n'importe quel attribut, puis après, une fonction qui en plus va faire un parseInt, parce que je le veux en entier, et après, je fais une application, ce qu'on appelle une application partielle, en fait, de ma fonction, où je dis, bah, extrais-moi l'attribut callSpan. Et après, cette fonction-là, je l'appelle avec mon TD. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces éléments-là, en fait, ils sont réutilisables. Okay, indépendamment du contexte de mon problème. Donc je les écris qu'une seule fois. Et je les écris qu'une seule fois, et en plus, la plupart, j'utilise une librairie qui me donne des trucs simples. Je veux juste finir, Jonathan, sur cette diapo. Ce qu'il faut appliquer ailleurs. Donc même si vous ne faites pas de la programmation fonctionnelle, okay, essayez d'appliquer ces principes-là. Séparez vos données de la logique. Okay, c'est ce qu'on fait déjà plus ou moins en Java avec les services, les DAO, les machins. Découpez en petits morceaux.
en fait. Déjà, ça vous permettra de réutiliser plus de choses. L'immutabilité, alors je l'ai mis en majuscule parce que c'est important. Et surtout, faites de la composition par-dessus l'héritage. En fait, vous verrez, c'est beaucoup plus puissant. Okay. Donc, prenez plutôt un objet qui prend en paramètre d'autres objets que faire des grappes d'héritage. Vous aurez plus de souplesse. Voilà, merci à Jonathan pour avoir organisé ça. Merci à la CCI. Et puis surtout, merci à vous. Si vous avez des questions. À quel moment tu décides de faire une fonction que tu vas réutiliser? Après Toujours. l'avoir utilisé 2 fois? Non, toujours. En fait, tu décides pas que ta fonction, tu vas la réutiliser. En fait, tu décides plutôt que ton problème, que ta fonction initiale, tu peux la simplifier en sortant un bout d'algo. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui t'attend en bas. Voilà. Après, dans les faits, je suis parti de là, okay, et j'ai fait, attends, mais je peux sortir toute cette partie-là, Oui, je peux sortir cette partie-là, je peux c'est sortir ça. cette partie-là, et je sors tout. Après, j'étais à l'extrême dans l'exemple à côté. Oui. Ce qui pourrait répondre à Bartho, moi j'ai vu une bonne technique là-dessus, c'est tu commences à penser à ce que tu as à faire, et puis finalement tu n'implémentes pas les fonctions dont tu parlais. Tu mets l'algorithme d'abord, oui. Celui que tu illustrais tout au long là. Ouais. Et en fait, au début, tes fonctions, tu les implémentes pas, et c'est qu'au fur et à mesure que tu les implémentes. Et comme ça, cette force est déjà bien nommée, et tu découpes le problème dans ta tête avant de l'implémenter, quoi. Si tu arrives à faire ça, c'est génial. Un autre avantage, je ne l'ai pas cité, mais c'est que du coup, une fonction, comme elle ne dépend pas du contexte, en fait, je peux la tester assez facilement. En fait, une fonction pure. Parce que j'ai pas besoin de contexte. Est-ce que tu as regardé Ramda? Non, pas du tout, je sais pas ce que c'est. A priori, c'est une semblant de Lodash, mais en fonction. Et donc, tu as tous les outils. Ouais, les librairies pour faire ça, quoi. Voilà, notamment plus je remonte dans mon fichier, effectivement, plus je me dis, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et sûrement mieux que moi et testé. Les opérateurs, quoi, pour faire ce que tu fais. C'est un bel exemple. Bon, un bon cas, quoi. C'est un vrai cas. Sauf qu'en plus, ma table était chargée en Ajax. Donc, il y avait une petite partie complexe en plus. Pas pour une table HTML, c'est sûr. Ouais, voilà. Et effectivement, le nombre de colonnes est dynamique. Du coup, le CSS marche. Question. Voilà, de rien. Bon, parti aux toilettes. Du coup,